Je m'appelle Camille Lemaire. J'ai 29 ans. Et la nuit où ma famille m'a mise à la porte, j'ai appris que dans certains foyers, le mensonge le plus bruyant est toujours celui qu'on croit en premier. Ma sœur aînée se tenait dans le jardin, pleurant à chaudes larmes comme si sa vie entière venait d'être anéantie, me pointant du doigt et hurlant que j'avais détruit son mariage. Ma mère n'a pas posé une seule question. Mon père n'a demandé aucune preuve. Il m'a juste dévisagé avec dégoût et a crié « Sors d'ici. Tu n'es pas digne de cette famille. » Puis il a commencé à jeter mes affaires sur la pelouse. Mes chaussures ont heurté l'herbe humide. Mes livres ont atterri dans la terre. Un cadre photo s'est fracassé contre l'allée pavée. Ma sœur continuait de sangloter, affirmant que j'avais présenté à son mari la femme qui avait détruit leur foyer, que j'avais ouvert la porte à sa trahison, que rien de tout cela ne serait arrivé si je ne m'étais pas mêlé de sa vie. Je savais qu'elle mentait. Je l'ai su instantanément. Mais quand votre propre mère refuse de vous regarder et que votre père pousse votre valise hors du perron avec son pied, la vérité commence à paraître bien plus petite que la honte. Alors je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai ramassé ce que je pouvais, j'ai marché jusqu'au trottoir et je suis parti. Une semaine plus tard, j'étais assise seule dans une petite dépendance que j'avais louée au fond d'une cour, un livre ouvert sur les genoux, essayant de réapprendre à mon corps ce qu'était le silence, quand un email est arrivé. L'expéditeur m'a fait redresser la tête. L'objet du message m'a noué l'estomac. Je l'ai ouvert, je l'ai lu une fois, puis une deuxième, et au moment où je suis arrivé à la pièce jointe, j'ai compris exactement pourquoi ma sœur avait été si désespérée de me rejeter la faute en premier. En l'espace de 20 minutes, mon téléphone a explosé. Ma sœur, je t'en prie, n'envoie pas cet email. Ma mère, nous avions tort. S'il te plaît, donne-nous une chance. Mon père, il faut qu'on parle. Rentre à la maison. J'ai fixé l'écran, repensé au cadre brisé dans le jardin, et j'ai répondu par 3 mots, non, plus jamais. Mais avant de vous montrer ce que contenait cet email, et pourquoi il a fait passer ma famille de la vertu indignée à la terreur absolue en moins d'une heure, dites-moi ceci. Si vos propres parents vous jetaient à la rue sur la base d'un mensonge, leur pardonneriez-vous un jour? La vérité, c'est que la nuit où j'ai été mise à la porte n'était pas le commencement. Ce n'était que le moment où le mensonge de ma sœur avait enfin trouvé son public. J'avais emménagé dans cette petite dépendance au mur fin dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux. 2 jours plus tard, j'avais déjà remarqué les escaliers étroits, le tiroir de travers dans la cuisine qui ne se fermait jamais complètement, et la petite fenêtre au-dessus de l'évier qui donnait sur un mur de briques. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Et il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant à être dans un endroit où personne ne pouvait soudainement décider que je n'y avais pas ma place. Je travaillais comme gestionnaire des collections au musée Mer Marine, ce qui semble bien plus prestigieux que ça ne l'est en réalité. La plupart du temps, mon travail consistait à préserver de vieilles cartes maritimes, à cataloguer des instruments de navigation de navires échoués et à manipuler des objets qui avaient survécu aux tempêtes, aux guerres, à l'eau salée et au temps. J'avais l'habitude de penser que cela me rendait calme sous la pression. Je lâche un rire sarcastique. Après ce qui s'est passé avec ma famille, j'ai réalisé que ça me rendait juste doué pour gérer les choses brisées. Ma sœur aînée, Valentine Lemaire, vivait dans un monde totalement différent. Elle présidait des galas de charité, souriait pour les magazines locaux, organisait des brunchs dominicaux pour des gens qui adoraient être pris en photo en train d'aider les autres, et évoluait dans le tout Bordeaux comme si chaque pièce existait uniquement pour la mettre en lumière. Son mari, Antoine Moreau, était architecte. Calme, poli, s'exprimant avec soin, le genre d'homme en qui les gens avaient immédiatement confiance parce qu'il ne semblait jamais chercher l'attention. Pour les étrangers, il semblait parfait. Pour ceux qui connaissaient assez bien Valentine, il semblait surtout bien contrôlé. 3 jours après mon départ, ma meilleure amie, Manon Dubois, a débarqué avec des sushis à emporter, 2 assiettes en carton et assez de colère en mon nom pour chauffer toute la maison. Manon concevait des scénographies d'exposition, portait des taches de peinture sur ses jeans comme si elles faisaient partie de sa personnalité. Et s'était un jour fait bannir d'un déjeuner de mécènes pour avoir dit à un membre du conseil d'administration que sa vision n'était qu'un non-sens hors de prix avec un mauvais éclairage. Elle s'est assise en tailleur sur mon plancher pendant que je lui racontais tout. L'accusation, les cris, les cartons dans le jardin, la façon dont ma mère n'avait pas demandé une seule fois si c'était vrai. Quand j'ai eu fini, Manon a dit « Cette histoire est trop lisse ». Valentine n'a pas paniqué et inventé ça sur le coup.
Elle l'a construite avant d'en avoir besoin. J'ai voulu protester, principalement parce que j'étais assez fatigué pour douter de moi-même. Ou peut-être que j'ai raté quelque chose, ai-je répondu. Peut-être que j'ai vraiment mis Antoine en contact avec la mauvaise personne au mauvais moment. Manon a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Camille, c'est exactement sur ça que les gens comme Valentine comptent. Ils te font remettre en question ta propre mémoire pendant qu'ils dirigent tous les autres vers la version qui les protège. Puis elle a prononcé la phrase qui a changé le cours des choses. Alors arrête de penser avec tes émotions et commence à penser comme une historienne. Que s'est-il passé avant le mensonge? Le lendemain, pendant que je réétiquetais des outils de navigation en laiton dans la réserve du musée, Manon m'a envoyé un texto, Juliette Rousseau va parler. Ne gâche pas cette chance. Juliette avait co-présidé des galas de charité avec Valentine et possédait l'un de ces cerveaux mondains qui retenaient tout. Qui arrivait en retard, qui partait tôt, qui souriait trop vite, qui buvait trop, qui disait une chose en public et une autre dans les couloirs. Nous l'avons retrouvée ce soir-là dans un bar à vin près du jardin public. Elle portait un rouge à lèvres vif et l'expression d'une femme qui regrettait d'avoir accepté ça avant même que nous soyons assises. Au début, elle nous a servi un discours préfabriqué. Valentine était sous pression. Le divorce était très éprouvant sur le plan émotionnel. Les familles, c'est compliqué. Puis Manon s'est penchée en avant et a dit, c'est très élégant, Juliette, mais ça ne répond pas à la vraie question. Pourquoi Valentine était-elle si prête à blâmer Camille? Juliette s'est tue. Elle a remué les glaçons dans son verre une fois et a baissé la voix. Parce qu'elle avait déjà peur de quelque chose d'autre, a-t-elle dit. Mon pouls s'est accéléré. Quelque chose d'autre? Elle a hésité, puis a finalement lâché, il y avait des rumeurs concernant Valentine et un homme du comité de restauration du patrimoine. Rien de public, juste assez de murmures pour qu'elle commence à surveiller Antoine de près, presque comme si elle avait besoin qu'il soit coupable avant que quiconque ne la regarde de trop près. C'était la première vraie faille. Puis Juliette nous a donné un nom, Guillaume Laurent. Il s'occupait de la logistique pour le séminaire de préservation du printemps. Elle a ajouté, si quelqu'un sait qui était où, c'est lui. Après le départ de Juliette, je suis restée assise là, à fixer mon verre. Manon attrapait déjà son sac comme si la nuit venait tout juste de commencer. Mais quand je suis rentré, l'adrénaline est retombée et m'a laissé avec quelque chose de plus laid. L'épuisement. Le vrai épuisement. Celui qui donne l'impression que disparaître serait plus facile que de se battre. J'ai regardé les messages non lus de ma mère me demandant d'être raisonnable. Et pendant quelques minutes, j'ai honnêtement envisagé de tout laisser tomber. Qu'ils gardent leurs mensonges. Qu'ils se gardent les uns les autres. Qu'ils fassent semblant que j'étais le problème si cela pouvait m'acheter la paix. Puis mon téléphone a vibré. Manon m'avait envoyé une photo du tiroir de travers de ma cuisine avec une seule phrase en dessous, même ce tiroir c'est qu'il est cassé. Ça ne veut pas dire que tu dois faire semblant qu'il marche. J'ai ri malgré moi. Ce stupide message m'a empêché d'abandonner. Et le lendemain matin, je suis allé rencontrer Guillaume. Guillaume Laurent nous a donné rendez-vous dans une cabane à huîtres sur les quais. Et dès la seconde où il s'est assis, il était évident qu'il détestait les histoires. Il avait l'air du genre d'homme qui repassait ses chemises en écoutant de la musique classique et utilisait des rappels sur son calendrier pour des choses dont la plupart des gens se souvenaient naturellement. Sa voix était calme, sa montre parfaitement lustrée, et ses premiers mots ont été « Je ne suis pas ici par vengeance. Je suis ici parce que votre sœur a franchi une limite. » Cela m'en disait plus que n'importe quel ragot. Les hommes comme Guillaume ne se mêlent pas des drames à moins que leur silence ne commence à ressembler à de la culpabilité. Il nous a expliqué que les rumeurs sur Valentine avaient commencé des mois avant la demande de divorce. Elle passait beaucoup trop de temps avec David Marchand, un consultant en patrimoine, marié, qui évoluait dans le monde associatif bordelais comme s'il était à la fois partout et nulle part. Au début, c'était facile à justifier. Des réunions de comité, la planification des mécènes, les plannings des événements. Puis sont venus les appels stratégiques de fin de soirée, les demandes de chambres inhabituelles pendant les week-ends du conseil, et 2 moments distincts où Valentine a commencé à poser des questions étranges sur Antoine, à quelle femme il avait parlé lors des événements du musée. S'il avait semblé distrait dernièrement, si quelqu'un l'avait mentionné parlant à une nouvelle personne. C'est ça qui m'a dérangé, a dit Guillaume. Elle ne posait pas ces questions comme une épouse inquiète.
Elle les posait comme quelqu'un qui prépare sa défense avant que l'accusation n'arrive. Ma poitrine s'est glacée. Vous en êtes sûr? Il m'a jeté un regard si impassible que j'ai presque eu honte d'avoir posé la question. Camille, mon métier est de gérer des gens. Je connais la différence entre la panique et la planification. Puis il a fait glisser une feuille imprimée pliée sur la table. C'était une feuille de logistique d'un séminaire de préservation à Arcachon. La majeure partie était une procédure de routine. Heure d'arrivée, notes sur les chambres, contact des prestataires. Mais là, griffonné dans la marge, se trouvaient 2 ajustements discrets, Valentine et David M, même étage, même aile. Réassignation discrète. Ne pas mettre les conjoints en copie. Manon a expiré doucement. J'ai fixé la page et j'ai senti mon estomac se serrer. C'était quelque chose, mais pas assez. Pas pour des gens comme mes parents. Pas pour une femme comme Valentine. Elle peut justifier ça, ai-je dit. Une coïncidence liée au travail. Une mauvaise interprétation. Guillaume a hoché la tête. Probablement. C'est pourquoi vous avez besoin de quelque chose venant de l'intérieur de son mariage. Il m'a donné le numéro d'Antoine avant que je ne le demande. Il se doutait que quelque chose n'allait pas bien avant qu'elle ne demande le divorce. Mais Valentine avait fait du bruit en premier, et une fois qu'elle l'avait fait, tous les autres avaient arrêté de poser des questions. J'ai contacté Antoine ce soir-là. Je m'attendais à du silence, peut-être de la colère, ou un refus poli. Au lieu de cela, il a répondu en moins de 10 minutes, « Demain me convient ». Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin sur un banc ombragé de la place des Quinconces. Antoine avait l'air d'un homme qui manquait de sommeil depuis des mois et qui venait seulement de l'admettre. Il n'a pas perdu de temps. Valentine a dit à nos 2 familles que tu m'avais présenté à une femme via le musée, a-t-il dit. Elle a affirmé que des limites émotionnelles avaient été franchies. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce le cas? Son visage tout entier s'est durci. Non. J'ai parlé à cette mécène 2 fois, les 2 fois en public, et nos 2 conversations ont duré peut-être 5 minutes. Valentine avait besoin d'une version des faits qui la fasse passer pour la victime blessée plutôt que pour la coupable. Je lui ai tendu le document imprimé de Guillaume. Il l'a lu lentement, la mâchoire contractée. Je le savais, a-t-il murmuré. Puis il m'a révélé quelque chose qui a fait basculer toute l'histoire. Des mois plus tôt, l'une des confirmations d'hôtel de Valentine s'était synchronisée par accident sur une vieille tablette partagée. Elle l'avait effacée avant qu'il ne puisse la sauvegarder. Mais il se souvenait du nom de l'hôtel parce que ce n'était pas un endroit qu'il fréquentait en couple et elle n'avait aucune raison d'y aller. Au moment où il l'a prononcé, tout mon corps s'est figé. Le domaine des Vignes, un hôtel de charme prestigieux près de Bordeaux. Je le connaissais très bien parce que le musée y avait organisé un dîner de mécénat l'année précédente, et j'avais coordonné les listes de contacts pour les réservations. Cela signifiait que si Valentine avait réutilisé un ancien profil de réservation lié à cet événement et avait oublié de supprimer mon adresse email professionnelle du système de notification interne, n'importe quelle correction récapitulative de facturation ou avis automatisé concernant sa chambre aurait pu m'être envoyé par erreur. C'était un coup de poker, et avant même que nous puissions creuser cette piste, l'univers nous a jeté une distraction. Juliette a envoyé un texto à Manon l'après-midi même, haletante avec de nouveaux potins. Apparemment, une femme à la paroisse affirmait que David n'était même pas le seul homme dont Valentine s'était trop approchée. Pendant 2 heures, Manon et moi avons poursuivi cette piste avec acharnement. Ça n'a mené nulle part. Une impasse, de mauvaises rumeurs, peut-être du bruit délibéré. Je me suis assise à la table de ma cuisine ce soir-là avec un mal de tête et une pile de papier, et j'ai dit, et si toute cette histoire n'était que chuchotement et coïncidence? Manon s'est appuyée contre mon comptoir, les bras croisés. Alors on le découvrira et on arrêtera. Mais on n'arrête pas juste parce que Valentine est meilleure actrice que toi. Elle avait raison. Alors, au lieu d'affronter ma sœur avec des demi-preuves et de la laisser s'en sortir en pleurant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser pour trouver quelque chose sur lequel elle ne pourrait pas jouer la comédie. Quelque chose qui se ficherait de savoir à quel point elle pleurait de manière convaincante. Quelque chose d'écrit. Le lendemain a été une torture. J'ai passé la matinée au musée en faisant semblant de fonctionner comme un être humain normal pendant que mes pensées tournaient en boucle autour de la même possibilité. Pendant la pause déjeuner,
j'ai extrait les dossiers d'archives du dîner des mécènes du musée au domaine des vignes et j'ai fouillé chaque ancienne feuille de logistique, liste de chambres et profil de notification que j'ai pu trouver. Et c'était là. Un profil d'événement interne de l'année précédente avec mon adresse email du musée rattachée comme contact secondaire pour les modifications de réservation et les corrections de facturation. Pas les notes privées des clients, mais le surplus administratif auquel personne ne pense jusqu'à ce que ça tourne mal. Si Valentine avait réutilisé une partie de ce profil d'événement pour réserver un séjour privé et avait oublié de retirer mon adresse, le système de l'hôtel pouvait absolument m'envoyer quelque chose par erreur. C'était tout ce dont j'avais besoin, une piste. J'ai rédigé un message prudent au service des relations clients. Je n'ai accusé personne. Je n'ai pas mentionné de liaison, ni ma famille, ni le divorce de Valentine. J'ai simplement expliqué que je pensais que mon email du musée était peut-être resté attaché par erreur à un profil de réservation réutilisé d'un événement caritatif précédent, et j'ai demandé si des avis administratifs récents avaient été mal acheminés. Puis je l'ai envoyé et j'ai essayé de ne pas vérifier ma boîte de réception toutes les 3 minutes comme une folle. Le lendemain après-midi, je commençais à penser que la piste était morte. À 15 heures, je me détestais d'avoir espéré. À 16 heures, j'étais dans la salle de restauration du musée, tenant un compas en laiton restauré, et je me disais que peut-être les preuves ne changeraient rien de toute façon. Peut-être que ma famille avait déjà choisi l'histoire qu'elle préférait parce que c'était plus facile à porter que la honte. Puis mon téléphone a vibré. Un nouvel email. Expéditeur, service des relations clients, le domaine des vignes. Objet, correction du contact de notification secondaire récapitulative de facturation en pièces jointes. J'ai posé le compas et j'ai ouvert l'email. La première ligne était polie. La deuxième a tout changé. L'hôtel s'excusait pour le désagrément et confirmait que mon adresse email était restée attachée par erreur en tant que contact de notification secondaire sur un profil de réservation exécutif réutilisé. En pièces jointes pour mes dossiers se trouvaient les avis de réservation corrigés et les récapitulatifs de facturation générés avant que l'erreur ne soit découverte. Mes mains n'ont pas tremblé. Pas au début. J'ai ouvert le PDF et j'ai lu chaque page. Valentine Lemaire, David Marchand. 2 suites communicantes. 2 week-ends distincts. Préférence de confidentialité demandée. Service de 20h le soir. Registre du voiturier. Service d'étage après minuit. Une note mentionnant des arrangements d'accès discrets. Je suis revenu au corps de l'email et je l'ai relu parce que j'avais besoin d'être absolument certaine de bien comprendre ce que je regardais. Et c'était là, clair et dévastateur. Ce n'était pas des ragots, des suspicions ou un mystérieux avertissement anonyme. C'était une correction administrative nette venant de l'hôtel lui-même, expliquant que mon ancien email du musée était resté lié à un profil de réservation réutilisé et que les documents joints avaient été générés avant que l'erreur ne soit réparée. C'était l'email. C'était la chose dont ma famille est devenue si terrifiée. Une confirmation ennuyeuse, professionnelle, sur laquelle il était impossible de verser des larmes, prouvant que ma sœur avait été exactement là où elle n'aurait pas dû être, avec exactement l'homme avec qui elle n'aurait pas dû être. Pendant la même période où elle m'accusait d'avoir ruiné son mariage. J'ai envoyé un texto à Manon avec 2 mots, je l'ai. Elle m'a appelé immédiatement, lis-le-moi. C'est ce que j'ai fait. Au moment où j'ai terminé, elle était déjà dans sa voiture. Nous nous sommes assises dans le parking du musée avec la pièce jointe ouverte entre nous et elle a dit, c'est pour ça que les gens comme Valentine ont peur de la paperasse. On peut argumenter contre le drame. On ne peut pas argumenter contre les archives. J'avais encore un choix à faire. L'envoyer immédiatement ou confronter Valentine d'abord. J'ai choisi la confrontation. En partie parce que je voulais voir son visage quand la représentation s'effondrerait. En partie parce que les menteurs acculés révèlent parfois plus qu'ils ne le voudraient. Elle a ouvert la porte de son appartement haussmannien, vêtue d'un pull crème et d'un maquillage impeccable, comme si la femme qui avait sangloté dans le jardin de nos parents avait été jouée par une doublure. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle craché. Je suis entré avant qu'elle ne puisse me bloquer le passage. Savoir pourquoi tu m'as blâmé pour ton divorce avant même que quiconque ne te demande ce que tu cachais. Elle a lâché un petit rire dur. Tu es incroyable. J'ai levé mon téléphone. Le domaine des vignes n'est pas de cet avis. La réaction a été infime, mais je l'ai vue. Un tremblement, une pause, une seconde où l'actrice en elle a raté son entrée. De quoi tu parles, a-t-elle demandé.
Je lui ai tendu la première page du récapitulatif de facturation. Ses doigts se sont crispés. Ses yeux se sont baissés. Quand elle a relevé la tête, la peur avait finalement remplacé le jeu d'actrice. « Où as-tu eu ça ?» a-t-elle murmuré. « Dans l'email que ta négligence a envoyé à la mauvaise personne », ai-je répondu. Elle a essayé le déni, puis l'indignation, puis l'offense. « Alors maintenant tu m'espionnes. » Non, ai-je dit. Tu as réutilisé un ancien profil et tu t'es dénoncée toute seule par accident. Elle s'est détournée, puis a prononcé la seule chose qui a rendu toute la pièce glaciale. Antoine partait déjà. Je me suis approché. Alors pourquoi me blâmer, moi? Elle s'est retournée brusquement et a sifflé, parce que tu étais pratique. 4 mots. C'était tout. Pas de chagrin, pas d'excuses, pas de panique, juste un sentiment de droit absolu. Ma vie avait été plus facile à sacrifier que sa réputation. Cette phrase a tué la dernière once de sympathie qu'il me restait. Je suis sorti sans dire un mot de plus. À mi-chemin dans la rue, mon téléphone a commencé à s'allumer avec des appels de ma mère, puis de mon père, puis de Valentine. Je n'ai pas répondu. Ils savaient déjà. La seule question maintenant était de savoir ce que j'allais en faire. Cette nuit-là, Manon et moi avons tout étalé sur la table de ma cuisine comme si nous montions un dossier juridique au lieu de survivre à une trahison familiale. Les notes de chambre de Guillaume, la chronologie d'Antoine, la capture d'écran de la menace de Valentine, l'email de l'hôtel lui-même, les récapitulatifs de facturation joints. Les mots avaient leur importance, l'ordre avait son importance, et par-dessus tout, la source avait son importance. Si je me contentais de transférer les factures d'hôtel, Valentine dirait que je les avais volées ou manipulées. Mais l'email du service client changeait tout. Il expliquait exactement pourquoi ces documents m'étaient parvenus et rendaient l'ensemble beaucoup plus difficile à déformer. Nous avons rédigé l'email avec soin. Pas de cris, pas d'insultes, pas de mélodrame, juste de la chronologie et des preuves. Je l'ai adressé à ma mère, mon père, Antoine et Valentine. L'objet indiquait « correction d'une fausse accusation et documentation jointe ». Dans le corps du message, j'ai déclaré avoir été faussement accusé d'avoir causé l'échec du mariage de Valentine en présentant une autre femme à Antoine. J'ai précisé que ce matin-là, j'avais reçu une correction administrative du domaine des vignes confirmant que mon adresse email du musée était restée attachée par erreur à un profil de réservation réutilisé. J'ai ajouté que les documents joints attestaient que Valentine Lemaire et David Marchand avaient réservé des suites communicantes durant la même période où Valentine avait détourné les soupçons vers moi. Puis j'ai joint l'email de l'hôtel lui-même, suivi des récapitulatifs de réservation. À la fin, j'ai écrit une dernière phrase, « Je ne continuerai pas à porter un blâme qui a été fabriqué pour protéger la trahison de quelqu'un d'autre. » Je l'ai envoyé à 8h12 ce matin-là. 7 minutes plus tard, Valentine m'a appelé. Puis encore une fois. Puis ma mère. Puis mon père. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À 8h29, les SMS ont commencé. Valentine, s'il te plaît, n'envoie ce mail à personne d'autre. Ma mère, nous avions tort. Laisse-nous une chance. Mon père, il faut qu'on parle. Rentre à la maison. Puis un autre de sa part, ça doit rester privé. Privé? Ce mot m'a presque fait rire. Il n'y avait rien eu de privé quand on avait jeté mes affaires dans le jardin comme des ordures. J'ai fixé l'écran, je me suis souvenu du son de la voix de mon père me disant que je n'étais pas digne de la famille, et j'ai répondu par 3 mots. Non, plus jamais. Antoine m'a appelé depuis un numéro que je n'avais pas encore mis sous silence. Et quand j'ai décroché, il est resté silencieux un instant avant de dire « merci ». Non pas parce qu'il était heureux, non pas parce que la vérité rendait le divorce plus facile. Mais parce que quelqu'un avait enfin mis par écrit ce que Valentine avait passé des semaines à essayer d'enterrer sous ses mensonges. Il m'a dit que son avocat utiliserait l'email et les pièces jointes. Il m'a aussi dit que la femme de David avait déjà remis en question certaines dépenses d'hôtel inexpliquées une fois auparavant et qu'on lui avait menti. Maintenant, elle avait une bonne raison d'arrêter d'accepter des réponses vagues. Vers midi, ma mère a débarqué au musée. Un bénévole est venu me dire qu'une femme bouleversée m'attendait dans le hall. Et à la seconde où je l'ai vue debout sous la grande fresque des navires pris dans la tempête, tortillant la lanière de son sac à main, j'ai su pourquoi elle était venue. « Camille, je t'en prie », a-t-elle dit dès qu'elle m'a vu. « Ne nous fais pas ça. » Ce mot « noob » a résonné comme une insulte.
Vous m'avez déjà fait quelque chose, ai-je répondu. Vous m'avez mise à la porte sans poser une seule question. Elle s'est mise à pleurer immédiatement. Valentine nous avait dit. Je sais ce que Valentine vous a dit. Les jeux coupés. Je veux savoir pourquoi ma propre mère ne s'est pas souciée de savoir si c'était vrai. Elle a essayé le vocabulaire habituel. L'émotion, la confusion, la famille, la panique. Puis la vraie phrase a fini par lui échapper. Si ça se sait, Valentine pourrait tout perdre. C'était ça. Pas du chagrin pour moi, de la peur pour elle. Elle aurait dû y penser avant d'utiliser ma vie comme un bouclier, ai-je dit. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Rentre à la maison, a-t-elle murmuré. On peut arranger ça. Je l'ai regardée pendant un long moment et j'ai dit, une maison n'est pas un foyer quand elle jette à la rue la mauvaise fille pour protéger la coupable. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un texto me demandant de venir à la maison pour une seule conversation. J'y suis allé parce qu'une part de moi avait besoin d'entendre à quoi ressemblait la vérité dans cette pièce une fois que le mensonge avait cessé de fonctionner. Valentine était déjà là, pâle, en colère. Ma mère avait préparé des mouchoirs sur la table basse. Mon père se tenait derrière son fauteuil comme si sa posture pouvait d'une manière ou d'une autre créer de la dignité. Il a commencé par « Tu as fait passer ton message ». J'ai répondu « Non, les documents ont fait passer le message. Je les ai juste transférés ». Valentine a commencé à parler de pression, de solitude, de tension émotionnelle, de la complexité des mariages, de la façon dont les erreurs arrivent. Puis elle a adouci sa voix et a dit « Je n'ai jamais voulu que Camille soit blessée à ce point. Je l'ai dévisagé. Tu as utilisé mon nom avant que quiconque ne pose de questions. Tu voulais que je sois blessé juste assez pour te sauver. » Pour la première fois de toute la soirée, personne ne m'a interrompu. Mon père a fini par demander « Qu'est-ce que tu veux ?» C'était la première vraie question que quelqu'un me posait depuis l'incident du jardin. Je veux la vérité dite clairement. J'ai répondu « Je n'ai pas causé votre divorce. Je n'ai pas trahi cette famille. J'ai été jeté dehors parce que Valentine a menti. » Le silence s'est étiré. Puis mon père a dit sans me regarder « Tu n'as pas causé le divorce. » Ma mère a ajouté « Nous avons agi trop vite. » Trop vite. Pas cruellement, pas honteusement. Trop vite. Puis j'ai regardé Valentine et j'ai demandé « Tu l'admets ?» Elle a fermé les yeux et a murmuré « Oui. » Ça aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, c'était tardif, creux, lâche. Et puis mon père a gâché même ça en disant « Maintenant, nous devons gérer ça en famille. » C'est là que j'ai compris exactement ce qu'il voulait. Pas de la justice, pas de la guérison, du confinement. Alors je me suis levé et j'ai dit, vous ne demandez pas le pardon. Vous demandez le contrôle. Personne ne l'a nié. Je suis sorti de cette maison pour la deuxième fois. Et cette fois, personne n'a fait semblant de ne pas savoir pourquoi. Une fois la vérité mise par écrit, elle a cessé d'appartenir uniquement à ma famille. L'avocat d'Antoine a demandé des copies de l'email de l'hôtel et des pièces jointes, et je les lui ai envoyées. David Marchand a brusquement démissionné de 2 comités de préservation dans la même semaine. Une famille de mécènes s'est discrètement retirée d'un événement que Valentine était censée co-animer. Une coprésidente d'association a trouvé une excuse d'emploi du temps pour prendre ses distances. Rien de tout cela n'est arrivé parce que j'ai couru à travers la ville pour raconter mes affaires à tout le monde. C'est arrivé parce qu'une fois que les preuves existent, les gens commencent à poser leurs propres questions. Et ma sœur avait bâti sa vie entière sur l'hypothèse que personne ne le ferait jamais. 3 jours plus tard, Valentine a débarqué seule à ma petite dépendance. Pas de maquillage, pas de sourire de façade, pas de témoin. Elle se tenait derrière la porte moustiquaire, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle avait froid. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. J'ai gardé la porte fermée entre nous. « Dis ce que tu as à dire. » Elle paraissait plus petite que d'habitude, mais pas plus douce. C'est une différence importante. David nie tout au-delà de l'amitié, a-t-elle dit. Antoine utilise les documents. Maman n'arrive pas à dormir. Papa refuse de me regarder. Tu as eu ce que tu voulais. Cette phrase m'a fait comprendre qu'elle ne saisissait toujours rien. Non, ai-je répondu. Ce que je voulais, c'était ne pas être jeté hors de chez moi à cause de ton mensonge. Sa mâchoire s'est crispée.
J'étais désespéré. Tu as été calculatrice. Elle a tressailli à ces mots. Pendant une seconde, j'ai presque cru voir de l'honnêteté. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle dit. C'est allé exactement aussi loin que tu étais prête à le laisser aller, tant que ça retombait sur moi et pas sur toi. Puis elle m'a demandé si je voulais bien parler à Antoine pour lui demander d'être raisonnable. J'ai réellement ri. Tu m'as blâmé pour ton divorce. Tu m'as fait jeter à la rue. Et maintenant tu veux que je t'aide à gérer les retombées. Je suis ta sœur, a-t-elle cinglé. Tu l'étais, ai-je dit doucement. Jusqu'au moment où tu as décidé que ma vie était un dommage collatéral acceptable. Elle m'a dévisagé comme si c'était moi qui l'avais trahi, ce qui aurait été drôle si ça n'avait pas été aussi pathétique. Alors c'est ça, a-t-elle exigé. Tu coupes les ponts pour toujours. J'ai pensé aux années d'excuses, à la façon dont elle m'avait appelé pratique, à l'absence totale de vraies excuses. Non, ai-je répondu. C'est toi qui as coupé les ponts en premier. Je refuse simplement de revenir en rampant. Elle est partie, furieuse. Curieusement, cela m'a fait me sentir plus légère. Sa colère signifiait qu'elle m'avait entendu, même si elle ne l'admettrait jamais. Ma mère a appelé ce soir-là, me demandant d'être compatissante. Mon père m'a envoyé un texto 2 jours plus tard pour me proposer une thérapie familiale maintenant que tout était au grand jour. J'ai ignoré les deux. Non pas parce que je cherchais la vengeance à ce stade, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre guérir et être ramené de force dans une pièce de théâtre. À peu près à la même époque, la directrice de mon musée m'a convoqué dans son bureau. J'y suis entré en me préparant à l'éventualité que le nom de David Marchand puisse déborder sur ma vie professionnelle. Au lieu de cela, elle a dit, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des répercussions personnelles touchant certains cercles associatifs. Si quiconque essaie d'entraîner le musée ou votre rôle dans des ragots, nous y mettrons fin. J'ai failli pleurer face à la nouveauté absolue de me sentir protégé sans avoir à le supplier. Les semaines ont passé. La petite dépendance a commencé à ressembler moins à un exil et plus à un commencement. Manon m'a aidé à peindre un mur en bleu océan car, selon ses mots, tu as besoin d'au moins une surface dans cet endroit qui ressemble à un avenir. Elle a aussi continué à m'apporter de petits cadeaux pratiques, une boîte à outils, des torchons corrects. Des étiquettes pour les bocaux de mon garde-manger, une lampe qui éclairait réellement toute la pièce. Chacune de ces choses signifiait bien plus que les grands messages émotionnels que ma famille avait commencé à m'envoyer une fois qu'ils avaient compris que je ne reviendrais pas automatiquement. Ma mère a fini par me laisser un message vocal disant « Je sais que nous t'avons laissé tomber ». C'était ce qui s'approchait le plus de véritables excuses. Mon père n'est jamais allé jusque-là. Ses remords sont restés procéduraux, comme si une déclaration rectifiée pouvait équilibrer une humiliation publique. Ce n'était pas le cas. Et dans le silence qui a suivi tout ça, j'ai réalisé quelque chose sur les histoires de vengeance qu'on ne dit pas assez. La vengeance ne consiste pas toujours à détruire quelqu'un. Parfois, il s'agit de refuser de continuer à porter ce qu'ils ont posé sur vos épaules. Parfois, il s'agit de laisser la vérité faire le gros du travail pendant que vous sortez de l'ombre de leurs mensonges. Environ un mois après l'email, Antoine a demandé à me voir une dernière fois dans un café près du fleuve. À ce moment-là, le divorce était passé du stade du choc à celui de la logistique, et il avait l'air moins brisé qu'avant, bien que toujours fatigué de cette façon profonde et permanente que la trahison laisse sur un visage. Il a fait glisser un document sur la table et a dit « Tu voudras peut-être garder ça ». C'était une déclaration signée de sa main confirmant en langage clair que je n'étais jamais intervenu dans son mariage, que je n'avais jamais encouragé de relations inappropriées. Et que j'avais été faussement blâmé après que l'implication de Valentine avec David Marchand a commencé à faire surface. Je l'ai fixé pendant un long moment. Après des semaines passées à défendre ma réalité, la voilà écrite noir sur blanc par la seule personne dont la voix rendait le mensonge impossible à raviver. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit. Il a esquissé un demi-sourire fatigué. Peut-être pas, mais j'en ai fini de regarder Valentine réécrire l'histoire. Puis il a ajouté la phrase qui est restée avec moi plus longtemps que le papier lui-même. Tu as été la seule personne honnête dans une maison pleine d'acteurs. C'était le véritable cœur de toute l'histoire, la performance. Valentine jouait la victime. Ma mère jouait la paix. Mon père jouait l'autorité, et pendant des années, j'avais joué le pardon, espérant que cela m'apporterait un jour de l'équité. Ça n'a pas été le cas. Une fois que j'ai arrêté de jouer mon rôle, tout a basculé.
Mes parents ont fini par m'apporter les quelques affaires qui restaient encore chez eux. Ma mère a pleuré dans l'allée. Mon père a porté le carton le plus lourd comme si un labeur silencieux pouvait d'une manière ou d'une autre remplacer des remords. Quand il a dit « Il y aura toujours une place pour toi avec nous », j'ai répondu « Il n'y en avait pas quand c'était important ». Il n'a rien eu à répondre. C'était peut-être le premier silence honnête qu'il m'ait jamais accordé. Valentine a déménagé de son appartement peu de temps après. David Marchand a disparu du circuit des associations. Ma sœur n'a pas absolument tout perdu. Les gens comme Valentine perdent rarement tout. Mais elle a perdu quelque chose sur lequel elle s'était toujours appuyée, le pouvoir de façonner le récit avant que les faits n'arrivent. Quant à moi, je suis resté à Bordeaux. J'ai gardé mon travail. J'ai recommencé à faire des nuits complètes. J'ai appris quelle marche de ma petite dépendance grinçait et j'ai arrêté de percevoir ce son comme de la solitude. Manon continuait d'insister sur le fait que j'avais l'air plus grande ces derniers temps. C'était peut-être vrai. La honte courbe la colonne vertébrale bien plus que ne le fait le chagrin. Le jour de l'anniversaire de la nuit où j'ai été jeté à la rue, ma mère a envoyé un seul SMS, « Je prie toujours pour que tu nous reviennes ». Je l'ai fixé pendant un moment avant de répondre, je me suis retrouvé. Ça doit suffire. Et c'était le cas, car la véritable fin de cette histoire n'est pas seulement qu'un email a tout changé. C'est comment il a tout changé. L'email provenait de l'hôtel Le Domaine des Vignes, envoyé par le service client pour corriger une erreur de contact que Valentine n'avait jamais remarquée. Il expliquait que mon ancien email du musée était resté rattaché par erreur à un profil de réservation réutilisé et incluait des résumés de facturation montrant que Valentine et David avaient réservé des suites communicantes pendant la semaine même où elle m'accusait d'avoir ruiné son mariage. Ce seul email a exposé la liaison, exposé le mensonge, exposé à quelle vitesse ma famille avait choisi la facilité au lieu de la vérité, et exposé à quel point ils étaient devenus terrifiés à l'instant où la paperasse a remplacé le drame. C'est pour ça que les messages sont arrivés si vite. Non pas parce qu'ils m'aimaient soudainement plus, mais parce qu'ils ont soudainement compris que j'avais des preuves. Les gens parlent de la vengeance comme si elle devait ressembler à un incendie pour compter. La mienne ne l'était pas. La mienne ressemblait à un objet de mêle clair, une pièce jointe d'hôtel, et la fin de ma coopération. La mienne a consisté à refuser de rentrer à la maison juste parce que les gens qui m'avaient brisé avaient fini par avoir peur. La mienne a tenu en 3 mots, non, plus jamais. Ma mère m'a mise à la porte parce que ma sœur m'a blâmé pour son divorce. Puis un email a tout changé. Non pas parce qu'il a créé la vérité, mais parce qu'il a forcé tous ceux qui s'en cachaient à enfin la voir par écrit. Et voici la question qui reste gravée en moi, quand les gens s'excusent seulement après que les preuves les ont coincés, est-ce de l'amour, ou simplement de la peur qui porte un visage plus doux? De mon point de vue personnel, cette histoire sonne comme une puissante leçon de vie sur la vérité, le respect de soi et l'importance de l'esprit critique. Parfois, les gens se précipitent pour juger sans chercher à vraiment savoir ou comprendre, et cela peut endommager profondément les relations. C'est pourquoi l'éducation, l'intelligence émotionnelle et la capacité à remettre en question ce que l'on entend sont des compétences si précieuses dans la vie. Des connaissances utiles nous aident à rester calmes, à penser clairement et à protéger notre intégrité quand les situations deviennent injustes. Au final, la vérité parle souvent bien plus fort que les accusations.